Enfin, l'original est de retour pour une nouvelle vidéo. Oh, donc, dans cette vidéo, je vais faire une review du coup de Dynamite, vu qu'il y avait un Dynamite spécial, hein, comme toutes les semaines j'ai l'impression. Et du coup c'était un Dynamite de 3 heures où genre Dynamite et Collisions étaient combinés en fait pour faire un show de 3 heures. Et je me suis dit ouais, pourquoi pas faire une review de ce show en le regardant. Et puis je donnerai mon avis. Et là, je regrette d'avoir regardé ce show. Je regrette franchement. Ce show m'a... Genre à ce point-là, j'ai même pas pu le terminer en fait. J'ai juste regardé genre 30 minutes, puis après je me suis dit... J'ai juste regardé les vidéos highlights de YouTube, quoi, que AEW met sur la chaîne, quoi, genre. Parce que franchement, ce show m'a, disons, mis dans beaucoup d'états, en fait. Genre, j'ai ressenti de l'ennui, j'ai ressenti de la colère, même, et j'ai ressenti de la pitié. Donc, voilà. Parce que, si je me trompe pas, Dynamite, là, les ratings, ils font... La dernière fois, ils avaient fait 320 000. 320 000. Genre là, en fait, ils font... des ratings comparables à Impact en fait en 2019 ou je sais pas quoi là. Parce que là ça devient juste genre Dynamite c'est mort en fait, il y a plus personne qui regarde là à ce point-là. Et puis je vois le show et puis là d'un coup je comprends pourquoi il y a de moins en moins de gens qui regardent Dynamite en fait. Parce que là t'as genre des matchs en fait dans la carte, t'as des matchs comme Roderick Strong contre Claudio Castagnoli, deux catcheurs qui ont le charisme combiné de Curtis Axel. Parce que je pense pas, dans l'histoire du catch, il y a eu un match avec deux personnes aussi peu charismatiques que Roderick Strong et Claudio Castagnoli, hein. Et j'aime bien Claudio Castagnoli, hein. Mais les deux sont ennuyants. Ils sont chiants. T'as beau essayer de faire n'importe quoi avec eux, ils vont te donner un résultat médiocre. À part dans le ring, parce qu'ils savent que faire des matchs dans le ring, en fait, donc. Mais bref, ça c'est la philosophie d'AEW, en fait. Penser qu'un match de catch est suffisant pour amener des viewers. Mais non! Si tu veux ramener Zack Sabre Jr. qui a aucun charisme pour avoir un match contre Claudio Castagnoli, ça va amener aucun nouveau viewer. Parce que déjà, premièrement, personne n'en a rien à foutre de Zack Sabre Jr. Et secondo, un match de catch ne va pas amener de nouveaux viewers. Donc voilà, avoir Roderick Strong contre Claudio Castagnoli pour presque 20 minutes pour opener de Dynamite. Je sais même pas si c'était l'opener vraiment, mais bref. Ça ne va pas amener de nouveaux viewers. Ce qu'il faut faire pour amener de nouveaux viewers, c'est les intéresser dès le départ. Genre quand tu commences le show, déjà tu mets un recap pour savoir ce qui s'est passé avant, parce que genre quelqu'un qui regarde AEW pour la première fois, il ne sait pas ce dont le show parle, mais il va être confus en fait. Donc tu mets un recap rapide, genre 30 secondes max, pour expliquer ce qui s'est passé la semaine passée, et puis voilà. Et puis tu commences directement avec le champion du monde qui fait une promo ou je sais pas quoi. Une promo intéressante hein, pour mettre en avant une storyline. Là, la storyline c'est Adam Page contre Samoa Joe, ce qui est une storyline inintéressante parce que c'est... Ah, on se bat parce que genre Samoa Joe m'a donné mal mon titre. Ah, oh. On se bat pour le titre maintenant. C'est pas une storyline. C'est juste deux gars qui s'affrontent pour un titre en fait, simplement. Mais genre Samoa Joe il est obligé de tourner heel juste pour cette storyline. Parce que quand il va perdre contre Adam Page, parce qu'on sait tous que Samoa Joe ne va pas gagner le match, mais il sera obligé de tourner face par après. Parce qu'on sait tous que c'est temporaire. Donc, bref, je vais arrêter de parler de ça. Storyline de merde. Du coup, le show Dynamite, il y a eu plein de trucs que j'ai détestés. Déjà, il y a l'omniprésence de Six-Man Tag par-ci, Six-Man Tag par-là. Genre là, ça devient juste chiant, en fait. Genre, t'as Kenny Omega qui fait équipe avec Jurassic Express contre The Don Callis Family. Genre, je me demande pourquoi pas avoir eu Kenny Omega qui affronte Josh Alexander, en fait. Genre, parce que Josh Alexander, en fait, il a eu un match contre Kota Ibushi. Genre, il l'a blessé dans ce match. Et genre, je me dis, pourquoi pas avoir utilisé ça, ce moment imprévu, pour avoir Kenny Omega qui vient à Dynamite et qui challenge Josh Alexander pour prendre revanche pour Kota Ibushi sur Josh Alexander. Et genre comme ça t'as un match intéressant entre les deux. Et genre non, en fait, ils font des six-man tag pour aucune raison en fait. Donc voilà. Oh là là, genre Dynamite c'est juste chiant en fait. Puis après il y a le Earth Syndicate qui affronte la stable de Ricochet, The Demand. Et du coup,
Il y a le Hurt Syndicate qui perdent leur premier match en équipe face à The Gates of Agony du coup. Et en fait c'est fait de manière trop bizarre en fait parce que genre The Gate of Agony ils ont jamais été crédibles en fait, ils faisaient perdre tous leurs matchs en fait. Donc les avoir battre Hurt Syndicate comme ça, je me dis c'est couillu en fait. Après j'imagine que c'est quand même l'idée de mettre en avant Gates of Agony, donc je vais pas trop me plaindre. Parce qu'il y a quand même des bonnes choses à dire de The Gate of Agony. Mais le problème que j'ai avec The Gate of Agony, c'est qu'ils agissent comme des îles, genre fuyards. Genre les trois, ils agissent comme Ricochet, alors que ça devrait être juste un truc pour Ricochet. Parce que les deux autres, là, de The Gate of Agony, c'est des gars qui sont quand même imposants et intimidants. Mais ils agissent comme des lâches. Donc voilà, quoi, c'est très bizarre. Et donc ça entache cette victoire qu'ils ont eue sur Earth Syndicate. Donc voilà, bref. Et d'ailleurs, j'en ai oublié d'en parler. The Don Callis Family. Il y a combien de membres dans cette stable? Il y en a genre 14. Et genre, les 14, en fait, tu les vois jamais ensemble à le moindre moment. Il est déjà où Andrade? Il y a genre Wardlow, il y a genre... Il y a 1 milliard de gens dans cette stable, en fait. Genre, je me demande, ça part où cette stable? Où va cette stable? Il y a trop de gens. Il y a trop de gens. Genre, c'est un putain de foutoir, en fait. Genre, la W ne sait même pas ce qu'ils font. Il faut qu'ajouter des membres, en se disant, oh, ça va créer des moments chocs. Oh, voilà, bref. Et genre, tu fais de la merde, en fait. Tu fais littéralement que de la merde. Surtout que cette stable n'a aucune influence sur le show, en fait. C'est pas comme si Don Callis contrôlait la AEW. Donc, voilà, quoi. Genre, t'as 1 milliard de membres qui sont littéralement, en fait, inutiles. Cette stable peut littéralement juste se résumer en Don Callis, Kyle Fletcher, j'imagine Okada et Tekashita, et ça s'arrête là en fait. Mais là, t'as 1 milliard d'extras pour aucune raison, donc voilà quoi. Puis après, il y a aussi la feud entre Jon Moxley, Darby Allin, tout ça, là, je me dis, pourquoi ils sont encore en train de feuder là? Genre, Darby Allin a perdu son match contre Jon Moxley, donc... Pourquoi ils sont encore en train de feuder? Là, c'est un I quit match. Genre, Darby Allin, il dit, je vais pas dire I quit. Genre pour moi, cette feud, cette storyline entre Jon Moxley et Darby Allin, elle aurait dû s'arrêter à genre 7 mois. Genre, vraiment, c'est bon, là, en fait. Pourquoi ils sont en train de durer sur la longueur avec cette storyline encore une fois? Et là, en fait, je réalise qu'il y a littéralement pas la moindre storyline intéressante à la AEW, en fait. Genre, se demander, en fait, s'il y a la moindre storyline, en fait, à la AEW. Donc, voilà. Puis après, il y a quoi d'autre? Il y a FTR, qui sont en alliance maintenant avec Megan Bayne, pour certaines raisons, je sais pas pourquoi. Et du coup, qui sont en feud avec Willow Nightingale, Harley Cameron, et Jet Speed, là, bref. C'est un peu bizarre cette storyline, c'était le seul truc intéressant du show, à mon propre opinion. Même si c'était moyen, à mon propre opinion, encore une fois. Mais c'était le seul truc minimum intéressant. Puis après, il y a eu le Harley Cameron contre Megan Bayne, qui était un match décent. Par contre, Harley Cameron qui a dégagé du finisher de Megan Bayne pour aucune raison, en fait. Genre, elle a juste dégagé du finish de Megan Bayne, qui était censé être protégée, donc pourquoi elle dégage de ça? Aucune raison, c'est genre censé être une jobbeuse, donc pourquoi elle dégage de ça? Bref. Megan Bayne, du coup, gagne le match. D'ailleurs, il n'y a pas Penelope Ford. Je sais pas pourquoi. Dommage. Il y avait aussi un autre six-man tag avec Kyle Fletcher. Il fallait qu'il va avec une autre partie de la Don Callis Family pour affronter Bandido et Mark Briscoe. Bref, j'ai pas regardé ce match. J'avais aucune aspiration à regarder ce match. Parce que c'est encore un six-man tag aléatoire que AEW met juste pour aucune raison, quoi. Donc, j'imagine la raison, en fait, c'est pour mettre le plus de catcheurs possible dans la carte. Donc, et c'est quelque chose que j'ai dit, en fait, que tu te peux fixer avec un brand split. Donc si tu divises ton roster par 2 et que tu mets des personnes exclusivement à Collision et des personnes exclusivement à Dynamite, t'as plus besoin de faire ces matchs de 6-man tag, 8-man tag, 10-man tag chaque semaine. Donc voilà. Ah ouais, il y a aussi un truc dont je voulais parler. La storyline avec Chris Statlander et Tony Storm. Oh mon dieu, ce truc est tellement bizarre. Genre, je m'étais plaint avec la storyline entre Rhea Ripley et Yoska et tout ça, là, la romance d'amitié, limite lesbienne, tout ça.
Mais là, en fait, avec Chris Statlander et Tony Storm, là, c'est limite pire, en fait, parce que, genre, les meufs sont littéralement en train de s'embrasser, là, en fait. Et tu vas me dire que c'est les deux meufs qui vont devoir s'affronter pour le championnat du monde féminin à Wrestle Dream? Qu'est-ce que c'est que cette storyline? Je comprends rien. Et pour être honnête, j'ai pas envie de comprendre. Et c'est le problème, en fait, les meufs s'embrassent pour aucune raison. Elles se battent, mais après elles s'embrassent. C'est quoi cette storyline? Genre, je comprends que l'idée du personnage de Tony Storm, c'est que c'est censé être une meuf qui est totalement dingue et qui fait des trucs insane des fois, mais genre là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Genre, tu mets à la télé des trucs pareils, et après tu t'étonnes qu'il y ait moins de gens qui regardent après. Genre, tout ça, en fait, j'ai aucun problème, bien sûr, avec les meufs qui s'embrassent, tout ça, genre... Si t'es lesbienne, homo, hétéro, tout ça, j'en ai rien à foutre. Donc voilà. Et là, le problème, en fait, avec ce segment, avec une storyline pareille, en fait, c'est que c'est une storyline qui va plaire à la pire audience possible à avoir. Les neckbeards, les brownies, les vierges, les gens qui regardent My Little Pony sur leur télé en habitant toujours chez leur mère. C'est ce type d'audience que ça va plaire, ce genre de truc. Et t'as pas envie d'avoir ce type d'audience pour regarder un show de catch. Parce que non seulement ce type d'audience est bizarre, mais en plus ce type d'audience est niche. Et après qu'on s'étonne pas qu'AEW fait perdre de plus en plus de viewership avec des segments pareils, quoi. Parce qu'en regardant ça, je m'étais littéralement dit, qu'est-ce que je regarde? Est-ce que je regarde vraiment du catch, là? Qu'est-ce que je regarde? Parce que là, ils partent trop loin dans leur délire, ils partent trop loin. Et ça me fait réaliser, en fait, parce que c'est pas que la WWE avec Triple H qui doit prendre conscience de ses actions et essayer de évoluer, faire un meilleur produit pour les fans. Là, c'est le catch dans sa globalité qui doit essayer de prendre conscience de toute la merde qu'ils sont en train de faire, essayer de réparer toute cette merde, puis après espérer que le catch ne s'éteigne pas dans les 10 prochaines années. Parce que là, à cette allure, SmackDown ne va même pas faire 1 million d'ici la fin de l'année. Et Dynamite sera peut-être que disponible sur abonnement d'ici la fin de l'année aussi. Donc voilà. C'est des critiques que je dis parce que j'ai pas envie que ces deux compagnies meurent, en fait. C'est des critiques que je dis parce que je veux que le bien de ces deux compagnies. Je veux que le catch continue à se perpétuer dans les décennies qui suivent. Mais c'est pas en faisant un produit merdique comme ça que ça va arriver, en fait. Ce n'est pas aussi avec moi qui ne dis rien du tout et qui prétend que « Ah, ce show est fantastique !» Que ce show va être fantastique. Ce show va continuer à être merdique. Les ratings vont continuer à être éclatés. Et c'est pas en prétendant que ce show est bon que la moindre chose va évoluer. Ça va continuer à descendre, et il y aura juste, à l'exception qu'il y aura personne pour dire que ce show est éclaté. Donc voilà. Ah ouais, et aussi, il y avait un match que j'ai manqué, c'était qui encore? Jamie Hayter contre Sky Blue. J'en ai eu rien à foutre de ce match. Je me dis, pourquoi Jamie Hayter elle affronte pas Tekla Dynamite? Genre comme ça, genre... Au pire, si tu veux faire ce match en pay-per-view, pourquoi tu fais pas Jamie Hayter contre Tekla, là maintenant à Dynamite, ça se termine en DQ, après elle s'affronte dans un street fight. Et puis voilà, quoi. Bref, booking merdique, perte de temps, donc voilà. C'était tout ce que ZOG avait à dire pour ce Dynamite. ZOG dit de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et ZOG vous dit à plus tard. Bref.